Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les autorités sanitaires disposent d'un nouveau centre de prise en charge des personnes atteintes du Covid-19 de niveau 1. Il a été aménagé au centre olympique de Canaan, situé sur la route 9. Emmanuel Toto Constant est arrivé en Haïti ce mardi en compagnie de plusieurs dizaines de citoyens haïtiens expulsés des États-Unis. L'ancien responsable du FRAPP a été emmené par des agents de la DCPJ. Les prix de l'essence n'ont pas changé à la pompe selon le ministre des Finances Patrick Boisvert. Il a fait remarquer que l'État a consenti des pertes de l'ordre de 75 gourdes sur chaque gallon. Un nouveau centre de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus de niveau 1 a été aménagé dans l'espace du centre olympique de Canaan, situé sur la route 9. Cet espace dispose de plus de 150 lits avec plus d'une centaine de personnels soignants, selon le docteur Rudy Silien. Le Centre d'information permanente sur le coronavirus a organisé une visite guidée à l'intention des journalistes. Rudolph Pierre-Louis était présent. Suivez son reportage. Nous sommes dans la zone de Canaan, plus précisément au centre olympique. Un nouveau centre de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus a été aménagé dans cet espace. Depuis quand est-il opérationnel? Quelle est sa capacité d'accueil? Nous effectuons une visite. Créé en 2014 à l'angle de la route 9 et de la nationale numéro 1, le premier centre national olympique haïtien, conçu dans l'idée de démocratiser le sport, accueille désormais des malades du coronavirus, comme annoncé par les deux coprésidents du comité multisectoriel le 2 juin dernier. Il était là et puis l'ambulance a emprunté. C'est pas seulement l'ambulance, donc c'est un patient qui vient en privé, il y a un monde qui accompagne les véhicules là fait tout trajet ça tout. On moto arrivé, la privé là et puis personnel médical là pour rejoindre pour être capable de recevoir le triage. Tente nous là, c'est une tente de triage. 2 bâtiments spacieux et climatisés sont aménagés pour les patients, explique l'un des responsables du centre. Mais un patient qui vient qui est positif à ce moment-là, a déjà admis. Mais patient qui vient pour aucun test, c'est le symptôme maladie à présenter. À ce moment-là, il va le contrer. Puis ouais, c'est effectivement c'est l'état Covid que il gagne. S'il gagne c'est une clinique Covid à ce moment-là, il n'a pas admettre. Bien équipé et comptant plus de 150 lits, ce nouveau centre en reçoit déjà un malade en soins intensifs, poursuit-il. Bloc A, bâtiment A et bâtiment B. Dans le bâtiment A, nous gagnons une capacité de 50 000 environ. Et le bâtiment A, ça, il gagne pour y recevoir patients qui viennent avec test positif directement. Et le bâtiment B, c'est des patients qui spécifiquement pour passer au niveau de triage. Le centre dessert les communautés de Canaan, Titanien, Bon Repos, entre autres. Toutefois, tout dépend de la gravité des cas. Ici, seules des prises en charge de niveau 1 sont assurées, rappelle le docteur. 188 et spécifiquement personnel qu'il a. Donc nous gagnons beaucoup plus comme son structure sanitaire, une structure de prise en charge. Personnel là, il gagne beaucoup plus de médecins, d'auxiliaires et d'infirmières. Donc, nous avons à peu près une trentaine de médecins, nous avons une cinquantaine environ d'infirmières que nous catégorisons en infirmières seniors et en infirmières de ligne. Le matériel médical et les équipements sont flambant neufs et proviennent, à n'en pas douter, des récentes livraisons reçues par l'État haïtien. Des livraisons qui vont permettre d'implanter de nouveaux centres à travers le pays, annonce Nathan Zéphirin, coordonnateur des opérations au niveau de la cellule de crise. Cette semaine, nous gagnons 4 équipes pour faire Sud-Est, NIP, Sud et Grandance pour continuer travail de mise en place de sites
en même temps procéder à recrutement et formation de personnel yo, te gagné un pool de personnel depuis avant même apparition premier cas dans le pays qui était formé par le MSPP, mais avec augmentation de nombre de cas, nous obligés d'augmenter le nombre de personnels, faire recrutement de personnel additionnel. Donc, en même temps, organiser une sorte d'opération coup de poing dans 10 départements pour nous capables de faire mise en place de sites qui gagnent pour mettre en place, assurer recrutement personnel de concert avec direction départementale et formation du personnel. L'hôpital Saint-Luc, l'hôpital universitaire de Mirebalais et maintenant le centre olympique de Canaan, la liste des centres de prise en charge ne fait que s'allonger. Toutefois, un autre aspect attire l'attention, c'est la distance. Y a-t-il des moyens de transport disponibles à l'intention des personnes infectées? Comment établir le contact avec le personnel de ce centre? Autant de questions d'intérêt public, mais qui restent pendantes. Alors que la pandémie a déjà 3 mois dans le pays et la barre des 5000 cas a été franchie, ce nouveau centre n'a que 2 semaines. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Le spécialiste en maladies infectieuses, le docteur Ernst Noël, estime qu'il est encore trop tôt pour penser à la réouverture du pays. Selon lui, les risques sont toujours élevés durant cette phase 3 de la pandémie. Mais si cette disposition doit être maintenue, les mesures accompagnatrices annoncées par le gouvernement doivent être strictes et respectées à la lettre. Expérience Covid l'a montré qui ça que premier pays qui était gagné qui était réouvert tête c'est la Chine et il était prend une deuxième vague rapidement et il était obligé à un moment donné refermer Wuhan qui était premier côté ça t'est arrivé et ces derniers jours nous apprenons tout nous rendons compte que Pékin vient une deuxième vague et il est obligé de confiner le monde. Ça veut dire que ça, c'est que pratiquement une deuxième vague toujours existé les yo fait des confinements ou bien les yo réouvrir pays. Qu'on y a risque qui gagne particulièrement pour nous-mêmes haïtiens, c'est que plus fort avion qui sont en Haïti gagne débarqué dans une plaque tournante sur l'aéroport international Miami et semaine ça même Miami a vivre pratiquement une deuxième vague qui est beaucoup plus importante que celle de gain de cela 2 mois. Donc, ce qui laisse supposer que en pile monde qui rentre en Haïti, il y a bien pour passer par Miami, il y a un pile monde qui sont Haïti qui pourra passer par Miami avant pour atteindre Santa Carolina destination finale. Et ça ne veut pas dire que dès pour passer que on infecté. Ça veut dire qu'on y a qui mesure accompagnatrice que au niveau Haïti que y apprend et au niveau États-Unis que y apprend tout qui pour empêcher transmission en fait. Mais gon bagaille qui clair aujourd'hui. Quelle que soit technique qu'on va utiliser yo, faut connaît bien. Un monde qui fait un PCR qui complètement asymptomatique qui pas gagne si maladie même s'il fait avant dans 75 à 80% chance moun ça PCR là négatif. Qui ça PCR là docteur Noël? PCR là c'est test diagnostic que vous fait pour dire est-ce que moun n'a gagné j'aime nan virus Covid là et nan neni parce que c'est là qu'on fait prélèvement. Mais moi il dit encore un monde qui est complètement asymptomatique, ça veut dire qu'il n'a pas la fièvre, qu'il n'a pas tout, qu'il n'a pas rien, et que dans 75 à 80% en des cas, il a fait un PCR pour être capable négatif. Donc, ça ne veut pas dire que dans 2-3 jours, que le monde n'a pas développer maladie. Et PCR là, c'est particulièrement un test diagnostique lié, mais il ne pas permet tout au gagner faire une véritable prédiction. Par contre, nous sommes capables de dire, dans le choix qu'a fait, dans la mesure accompagnatrice, si tu as une possibilité pour faire ça, nous avons choix un test qui combine, qui a un antigène et qui permet de jouer un anticorps. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'antigène,
ça veut dire que le virus n'a pas multiplié encore la caille. Et s'il y a un anticorps, particulièrement anticorps anti-IgG, ça veut dire que l'immunisé, non seulement il n'a pas de capacité pour le transporter maladie, mais il n'a pas de capacité tout pour moun bal maladie parce que lui-même il a un anticorps qui peut empêcher que mais j'aime multiplier la caille. C'est trop tôt la réouverture du pays? Trop tôt ou bien trop tard, c'est qui mesure cap accompagner ça faire. Ou gen doit aller beaucoup plus tôt, mais ou gen des mesures qui accompagnent et qu'on gen moyen pour appliquer mesures ça yo qui fait que ou maîtriser et ça n'a pas dit effet néfaste que réouverture ça paye. Tout comme ou gen doit tout si ou pas maîtriser effet néfaste ça yo et que ou aller vers une catastrophe. Et moi-même pense que commission scientifique la gen des données dans même tout et li gen rapport direct avec le gouvernement et que moi-même t'a penché et vers le comité scientifique là plutôt parce que pour moi-même première vague là pas fin passer. Les prix des produits pétroliers n'ont pas changé à la pompe, ont indiqué lundi les autorités haïtiennes. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, s'est évertué lors d'une conférence de presse au Palais National à fournir des détails sur la nouvelle structure de prix qui permet d'éviter une hausse des prix de l'essence. L'État a consenti des pertes de l'ordre de 75 gourdes par gallon, a laissé entendre le ministre des Finances Patrick Boisvert. Dans le même temps, les autorités financières ont éliminé les bénéfices indus des compagnies pétrolières. En guise de compensation, des frais ont été mobilisés pour le stockage et le transport des produits pétroliers. L'économiste Eddy Labossière prône un taux de change administré par la Banque de la République d'Haïti. Selon lui, jamais l'économie haïtienne ne pourra décoller tant qu'une telle mesure n'aura pas été prise. Suivez ses explications. Mesure là, bon, au fond, c'est pas une mauvaise mesure parce que Banque centrale, qui a responsabilité gestion et l'argent, en général la goutte, et aussi qui gagne comme mission pour stabiliser le prix dans l'économie. Hein. Donc c'est normal pour poser des actions dans le cadre, si vous voulez, de ce contrôle de volume d'argent qui a circulé dans le pays, en particulier le dollar américain. Donc, rien d'anormal pour laisser contrôler lui. Et pas oublier qu'il y a une bonne partie qui passait par la maison de transfert, qui n'est pas contrôlée par la Banque centrale. Donc, il n'y a pas d'information. Comment voulez-vous mener politique monétaire? Il n'y a pas qu'on ait masse monétaire, que ce soit en gouttes, que ce soit en dollars. Donc, c'est une mesure qui est très bonne. Évidemment, mesure-là, qui est déjà mettez en place pour aider les gens qui sont victimes de ça, parce que non telle mesure, il y a des gens qui ont gagné, il y a des gens qui ont perdu. C'est sûr, les gens qui vont gagner, c'est les banques commerciales, parce qu'ils vont gagner plus de dollars. Parce qu'il y a un pile de gens qui vont obligé de ouvrir un compte en dollars dans les banques commerciales pour recevoir l'argent en dollars. Donc, c'est sûr que les banques vont gagner plus de dollars, les banques commerciales, et si on gagne plus de dollars, ça veut dire qu'on va faire plus marge. Les 20 dollars, ça, vous comprenez? Mais sauf que malheureusement, il y a des gens qui sont victimes. Et c'est là le problème. Ce qui n'est pas oublier que les bagages dématérialisés sont mouvements d'écriture. Okay. Mais les transferts avec même gain $. Vous comprenez? C'est anticipé, il y a un cas gain $, mais l'argent va entrer physiquement en Haïti. Ouais. Vous comprenez? Donc, son problème déjà, pour mettre ce transfert-là, gain en $, pour le bailler en $, le plus souvent, c'est un coup de gain. Vous comprenez? Mais c'est évident. C'est évident que le monde qui à recevoir qui transfert, qui n'a pas de capacité d'ouvrir un compte bancaire, donc il y a ces victimes, mais c'est ça. Donc on pensait qu'immédiatement, les banques centrales mettaient en place des mesures, on a dit, d'accompagnement. Et une mesure d'accompagnement, c'est de débattre avec les banques pour le taux débiteur, le taux de créditeur, ou bien le taux à l'achat ou le taux à la vente, ou bien encore spread là, différentiel entre prix d'achat et prix de vente $, là, il n'a pas dépassé une goutte. De coup, là, c'est-à-dire que dans certains pays, c'est quelques centimes. Parce que le monde, ça a une victime. Il ne peut pas être victime autant si banque commerciale, pas chasser font un paquet de profit
sur vente de devises. Parce que si tu as une seule circulation monétaire en pays, soit goutte, soit dollar, côte banque centrale, côte banque commerciale, tu n'as pas fait tout pour fou dans les affaires. Parce que mon rapport tout certainement pour lui, son période de semaines, il y a des banques qui font plus de 60 000 millions d'euros dans les opérations qui sont. Il y a un petit peu sont plus problématiques, c'est parce que tout simplement, le différentiel, spread là très élevé, trop élevé entre et prix d'achat et prix de vente. Donc, mesure d'accompagnement, c'est pour Banque centrale de citer avec Banque commerciale, parce que ben, avantage quand même. Avantage, et son avantage qui allait vers la dollarisation de l'économie, parce que le fait que le monde qui peut l'obliger à ouvrir compte en dollars, de façon plus au cas et pas victime de risque de taux d'échange là. Donc, il n'y a pas d'ouvrir compte en dollars. Donc, c'est une sorte de promotion que Banque centrale même fait pour la dollarisation. Par conséquent, Banque commerciale va gagner plus de dollars qu'à porter en main. Donc, il y a bien plus de dollars pour vendre, puis la quantité fait paquet de profit. Donc, c'était l'occasion pour Banque centrale de débattre avec eux. Monsieur, différentiel taux d'échange là, trop élevé. On mettait le 3 centimes par exemple. S'il était 3 centimes, on a plein qui vont faire victime là. Il va être plein, non? Parce que l'argent qui est au bas où le vrai comme là en pour parce que pas bien gagner mon vrai comme là en dollars, il y a des dépenses en dollars, besoin en dollars effectivement. Et c'est mon qui a plein. Les livres pas baler en dollars, baler en goud. Si différentiel n'a pas élevé de 3 centimes, 2 centimes et parfois 0 centimes comme en République dominicaine, on n'a pas d'après lui. Ça veut dire que même l'argent va lié à goud là, s'il besoin d'acheter dollars, c'est presque même quand c'est l'argent ça en goud, là besoin pour gagner dollars. L'ancien chef du FRAPP, Emmanuel Toto Constant, est arrivé à l'aéroport Toussaint-Louverture ce mardi, vers midi, en compagnie de plusieurs dizaines de citoyens haïtiens expulsés des États-Unis. Alors que les autres passagers ont été pris en charge par le ministère de la Santé publique, Toto Constant, lui, a été emmené par des agents de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Né en octobre 1957, Emmanuel Toto Constant était l'un des chefs du Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti, FRAPP, un corps paramilitaire à qui l'on attribue de nombreux crimes, exécutions sommaires, enlèvements et viols pendant la période du coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. Une brume de sable voile le ciel d'Haïti depuis 2 jours. Elle vient d'Afrique du Nord, plus particulièrement du désert du Sahara. Elle a traversé l'Atlantique, touché les petites Antilles, Guadeloupe, Martinique. Semble s'être concentrée sur Porto Rico avant de nous atteindre. Pour parler de ce phénomène... Pour parler de ce phénomène météorologique, nous avons avec nous notre météorologue Rudy Victor. Bonsoir Rudy. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Voilà, Rudy, on va essayer de clarifier les choses rapidement sans trop rentrer dans la technique. Alors, question numéro 1, rappelez-nous rapidement, en quelques phrases, en quoi consiste ce phénomène qu'on appelle donc une brume de sable. D'accord. La brume de sable, ça se forme généralement sur les déserts. Et nous avons le plus grand désert du monde qui est sur la partie orientale du bassin atlantique. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a du vent, le vent soulève le sable, la poussière si vous voulez, et puis elle est entraînée par les vents en altitude vers l'ouest. Une bonne partie de cette couche de sable tombe sur le désert avant de laisser le continent africain. Il y a seulement 4% qui arrivent de notre côté. Et puis c'est ça en principe ce qui provoque ce phénomène. D'accord, mais est-ce que c'est pas la première fois qu'on a un phénomène d'une telle intensité? Parce que bon, en Afrique du Nord, les tempêtes de sable sont courantes. Tempête, pas brume, tempête, et c'est effrayant. Mais il me semble que c'est la première fois qu'on entend parler de cela dans notre région, non? Non, pour l'intensité, je suis d'accord, mais en ce qui concerne le sable du Sahara, la poussière du Sahara, cette poussière est présente à longueur d'année, parce que nous sommes en aval du Sahara, donc les vents sont d'est en ouest, donc il y a toujours un peu de poussière. Mais entre mai et octobre,
il y a ce qu'on appelle un vent qu'on appelle le courant de jet qui provoque des perturbations qui entraînent beaucoup de sable vers nos régions. Ce phénomène que nous avons actuellement, il est en effet l'un des plus puissants observés sur la région, tout simplement parce que les conditions météorologiques, climatiques sont réunies pour que nous ayons un phénomène d'une telle intensité. Mais en 2015, il y a eu des phénomènes assez intenses. Mais ça ne fait pas longtemps vraiment qu'on commence à mesurer avec précision et la quantité de sable, tout ça. Ça ne fait pas vraiment longtemps. Donc il est difficile d'aller trop loin en arrière pour exactement comparer les événements. C'est vrai que moi, je suis sur ces événements depuis les années 80, j'étais assez petit, mais je surveillais toujours l'évolution de cette route. C'est la première fois que je vois un phénomène d'une telle intensité sur la région. C'est vrai. Alors, quelques petites précisions chiffrées, peut-être. Quelle est la longueur totale du nuage actuel? Lorsque vous avez ce genre de phénomène, ça peut s'étirer sous 10 à 15 degrés de longitude, ce qui est énorme. Un degré de longitude, c'est à peu près 100 km, donc ça vous donne une idée. Ça peut s'étirer sur des milliers de kilomètres, et ça s'étire sur des milliers de kilomètres, cette vague que nous avons là. Et si vous regardez une image satellitaire, par exemple, vous verrez que tout l'Atlantique est pratiquement recouvert de cette air sec. Oui, ça c'est très visible sur les cartes de l'Atlantique. Autre question un petit peu technique, à quelle vitesse avance ce nuage? Là, ça dépend des vents directeurs, parce qu'en général, tous les phénomènes dans la basse atmosphère se déplacent à peu près à un quart de la vitesse des vents directeurs. Donc, en général, c'est quelque chose qui se déplace entre 15 et 25 km/h. Ça varie en fonction des vents, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas quelque chose qui a une vitesse constante. Oui, mais alors là, Rudy, il y a de quoi être un petit peu effrayé. Si vous dites que ce nuage peut faire plusieurs milliers de kilomètres de long et qu'il avance si lentement, ça veut dire qu'on va l'avoir au-dessus de nos têtes pendant des semaines, peut-être. Non, si on veut parler ainsi, la partie la plus dense est très près, déjà sur la République dominicaine et Porto Rico. Donc d'ici demain après-midi ou jeudi, on devrait avoir une grande diminution de la concentration de cette poussière, avec un bloc plus important, je pense, vendredi. Donc ça se déplace 20-25 km/h, c'est déjà beaucoup quand vous multipliez ça par 24. Donc en 3 ou 4 jours, ça fait beaucoup de kilomètres de sable qui passent. OK. Donc on n'en aura pas pour des semaines à respirer ces particules. Après, tout de suite après cet épisode, nous aurons un autre épisode ce week-end, un peu moins important. Mais je pense que dans les 7 à 15 jours, il est possible qu'il y en ait un ou deux encore. C'est l'époque, c'est normal qu'il y en ait de plus. Il y a des conditions synoptiques globales qui encouragent ce phénomène. Donc, il y a un assèchement sur la région et ça renforce ce type de phénomène pour le moment. Pour terminer, Rudy, quelles sont les précautions à prendre pendant que le nuage est au-dessus de nous? Si vous faites partie des gens vulnérables, c'est mieux, par exemple, de ne pas s'aventurer dans les rues, de rester à la maison, d'éviter de faire trop d'efforts physiques. Si on doit sortir, c'est mieux de se procurer un masque qui peut filtrer les particules PM2.5. C'est important, parce que c'est les plus petits qui peuvent pénétrer dans les voies respiratoires, dans les poumons et parfois dans la circulation sanguine, et qui provoquent parfois certains malaises cardiaques. Et pour la population en général, il n'y a pas trop de problème, mais si on atteint les niveaux élevés, comme c'était le cas ce matin, ce sera peut-être le cas demain matin encore, ce serait mieux de prendre certaines petites précautions, d'éviter de faire trop d'exercices physiques à l'extérieur. Ce serait mieux, et d'éviter d'être dans des bouchons, parce que là, la quantité de particules que vous pouvez absorber augmente. Si vous avez la clim, c'est essentiel dans votre voiture de servir de la clim pour éviter les problèmes. C'est la chose la plus importante. Il y a aussi les enfants en bas âge, c'est très important, et les gens de plus de 65 ans qui sont les populations à risque en réalité. Ils doivent aussi éviter de sortir dans ces moments. Et puis, si vous êtes asthmatique, vous souffrez d'allergies, respiratoires, tout type de pathologie, c'est toujours mieux d'avoir vos médicaments à portée de main et de les prendre d'avance. Ça aide à sauver.
D'accord. Bon, eh bien, finalement, si j'ai bien compris, Rudy, l'attaque principale de ce nuage, ce sera plutôt pour demain? Nous sommes dans la partie la plus dense de ce phénomène pour l'instant. Demain matin, la concentration sera importante. C'est surtout le matin, la concentration est très importante, tout simplement parce que les vents sont plus calmes. Il y a ce qu'on appelle une inversion, c'est-à-dire que le sol refroidit beaucoup plus vite. Donc, c'est un nuage d'air qui est plus ou moins chaud. Donc, puisque ce qui est au-dessus est plus chaud, donc ce qui est en bas ne peut pas remonter. Donc, il y a une forte concentration en surface avec les produits de l'activité humaine, les impurés, la pollution naturelle aussi. Donc, c'est surtout le matin que c'est important. Vers 2-3 heures, il y a généralement des turbulences de l'atmosphère qui réduisent un petit peu la quantité. Mais le soir, surtout au petit matin, c'est là qu'il est essentiel de prendre des précautions, beaucoup de précautions. Oui, parce que, bon, vous venez de le dire, on a senti aussi une augmentation sensible de la température. Depuis 2 jours, il fait vraiment très chaud. Définitivement, puisque n'oubliez pas, c'est une masse d'air qui vient du Sahara, qui est très chaud. Et autre chose, c'est que lorsque ce nuage arrive, il est sec, donc il n'y a pas de nuage. Il y a beaucoup plus d'énergie solaire qui arrive au sol. Et lorsque cette énergie arrive au sol, la Terre doit rendre cette énergie sous forme d'ondes longues. Et ces ondes longues sont bloquées en partie par les particules de poussière qui renvoient ces rayons vers la surface. Donc c'est un effet comme qui renforce le réchauffement. Donc c'est une des raisons pour laquelle vous sentez toute cette chaleur. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Rudy. Merci de nous avoir clairement expliqué ce qu'est ce phénomène météorologique, de nous avoir dit également quelles sont les précautions à prendre, parce qu'il y a des risques, il ne faut pas plaisanter avec cette brume de sable, surtout les personnes fragiles. Donc voilà, on en a encore pour quelques jours. Prudence, prudence, parce qu'on n'a pas besoin sur la tête du coronavirus maintenant de rajouter une brume de sable qui ne va faire que compliquer les choses. Merci. Voilà, merci beaucoup Rudy. Voilà, c'était Rudy Victor, notre météorologue, qui apportait des précisions sur ce phénomène courant, mais c'est la première fois qu'il a atteint une telle intensité sur cette partie du globe. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.